Ok. Déjà, bonjour Thomas, bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté cet échange. Donc, nous sommes là pour parler au Moyen-Orient aujourd'hui, de l'impact humanitaire qu'il a eu cette dernière guerre à Gaza qui a commencé octobre 2023. Mais avant de commencer à faire tout ça, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur vous et votre parcours Je suis Thomas, je suis le directeur régional pour le Moyen-Orient chez Solidarité Internationale. Et à ce titre, j'appuie nos missions sur nos opérations en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. Bonjour, je suis Philippe Bonnet, je suis le responsable du bureau des urgences de Solidarité qui couvre en ce moment nos opérations à Gaza et qui dans le passé a couvert diverses ouvertures au Moyen-Orient. Quand est-ce que Solidarité Internationale a ouvert à Gaza et comment ça s'est passé? Alors d'abord, il faut rappeler que Solidarité n'était pas présent à Gaza avant le conflit, donc il a fallu partir de zéro. On n'avait pas d'enregistrement, on n'avait pas de contact sur place, et donc on a été conduit d'attendre une ouverture des frontières et une facilitation par les Nations Unies qui a permis l'entrée sans être officiellement enregistré. On est arrivé, les mécanismes d'ouverture de la frontière sont commencés à se mettre en place en janvier 2024 et on a pu rentrer une première équipe de 3 personnes en février 2024. On estimait à l'époque 1,7 million de personnes rassemblées sur une ville qui en comptait 250 à 300 000 avant le conflit. Donc dès qu'on est passé le point de passage de la frontière, on a dû rouler sur des routes complètement engorgées, bordées d'abris temporaires où les gens on a mis presque 45 minutes à 1 heure pour faire le trajet de quelques kilomètres entre la frontière et le premier bureau qu'on avait loué. Et c'était vraiment quelque chose qui est un petit peu presque oppressant, hein. Des centaines de milliers de personnes qui commençaient à s'amasser le long des routes, sur les ronds-points, dans les jardins. Chaque espace était utilisé par les déplacés qui essayaient de trouver un endroit et parfois le plus proche possible de la frontière pour s'abriter. Et maintenant qu'on est à presque 9 personnes sur 10 qui est déplacé, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce que les gens ont? Comment vivent les jours et les jours? Comment ils arrivent à se débrouiller? Alors, première chose qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-majorité de la population de Gaza vit de l'aide internationale. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus d'activité économique, il y en a un petit peu, hein, mais on était déjà à l'époque sur une enclave qui souffrait du blocus avant le conflit israélien, avec un taux de chômage qui était extrêmement important et des activités économiques qui étaient extrêmement réduites. Donc le peu de ces activités ont cessé, hein, majoritairement avec le conflit, et ben les gens reposent sur l'aide humanitaire, sur ce qu'on pouvait faire rentrer à l'époque, et un petit peu sur un secteur, une économie locale, hein, qui subsistait, mais à petite échelle. Et donc les gens manquaient d'eau, manquaient de nourriture, manquaient d'abri. On le voit, la plupart des bâtiments ont été détruits. Et ces millions d'IDP, et à l'époque, de déplacés, il n'y avait donc pas la structure pour les accueillir sur la petite ville de Rafah. Un point important, alors qui n'est pas traité en tant que tel par Solidarité, c'est la santé. La plupart des structures de santé ont arrêté de fonctionner, se sont concentrées sur les urgences. Si on parle de maladies chroniques, les gens qui avaient un diabète ne peuvent plus se faire soigner. Les gens qui avaient des cancers ne pouvaient plus se faire soigner. Voilà, donc une disparition des services de santé, avec des services de santé contraints qui étaient conduits à se concentrer sur les urgences vitales. Comment on arrive à travailler en tant qu'humanitaire en ces moments? Alors nous, la première réponse qu'on a faite, ça a été des distributions de kits de nourriture, hein. On a pu faire rentrer des camions avec de la nourriture et des jerrycans. En parallèle, on a eu un point d'attention particulier, un focus sur l'approvisionnement en eau et l'approvisionnement en eau potable qui manquait cruellement. Alors la difficulté, c'est les restrictions qu'a causé le conflit et l'interdiction
de faire rentrer un certain nombre de biens considérés comme à usage double, donc pouvant être utilisés pour faire la guerre. Par exemple, un exemple très simple, un tuyau en métal, par exemple, ça peut servir à fabriquer une roquette, donc c'est impossible d'importer. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une liste comme ça qui va très loin d'articles qui sont interdits. Des générateurs, par exemple, ou qui sont réglementés, le carburant. Pour faire rentrer du carburant, quand c'est possible, il faut une autorisation. Et pour avoir cette autorisation, il faut prouver quel est le besoin, pourquoi sera utilisé, et c'est un petit peu donné au conducteur. Donc il y a cette espèce de restriction et de limitation des types d'articles qui peuvent rentrer, mais aussi le volume. C'est-à-dire que le volume de camions et donc d'équipements, de matériel qu'on peut faire rentrer aujourd'hui, même si c'est parfois 200, 300 camions par jour, c'est insuffisant, c'est pas assez par rapport à ce qu'il faudrait pour rétablir les services. Enfin, dès le début de la guerre, la plupart des services qui alimentaient la bande de Gaza, qui venaient d'Israël, l'électricité, l'eau, ont été coupés ou réduits. Depuis le 7 octobre, il n'y a plus d'électricité dans la bande de Gaza. Ça veut dire quasiment il n'y a plus de chaîne de froid, il n'y a plus d'équipement lourd qui peut fonctionner, à part limité sur des panneaux solaires et les quelques générateurs qui subsistent. L'eau avait été coupée, elle a été rétablie, mais une fois qu'elle a été rétablie, les réseaux étant détruits, et ben finalement l'eau était quasiment plus utilisable dans certaines zones. Donc il a fallu, et c'était un petit peu la stratégie dès le départ de Solidarité en deux axes. Un, essayer de faire rentrer le maximum de biens possible avec les limitations qu'on a évoquées au préalable, mais pour commencer à donner une réponse tout de suite, de se débrouiller avec ce qui était disponible localement. Un exemple? Alors, par exemple, pour faire une latrine, on n'a pas vraiment développé ces activités. On ne peut pas avoir de structure pour fabriquer la partie extérieure de la latrine. Et ben, il s'agit donc d'acheter, de récupérer dans les débris des immeubles des bouts de tuyaux, des bouts de bois pour permettre de monter, par exemple, des latrines. On a fait assembler ou assembler des stations de traitement d'eau, de désalinisation, à partir de ce qui était trouvé, de ce qui était encore disponible sur place. Et ça nous a permis de commencer des activités sans attendre d'importer du matériel, qui de toute façon aurait été très difficile à importer, et qui nous a permis, par exemple, aujourd'hui, à relancer des grandes stations de traitement. Au jour d'aujourd'hui, on a produit 1 million de litres d'eau avec ces stations, voire des quantités plus importantes. On a distribué aujourd'hui plus de 1 million de litres d'eau potable, plus d'1 million de litres d'eau domestique. Et ça, quasiment sans apport extérieur. Juste, Thomas, si on peut faire un petit pas en arrière, on peut parler de comment Solidarité est rentrée déjà au Moyen-Orient. La zone du Moyen-Orient a subi des conflits répétés qui ont généré des lots de souffrance pour les populations civiles depuis plusieurs décennies. C'est la crise syrienne qui a commencé en 2011 suite au printemps arabe avec le soulèvement du peuple syrien qui a été réprimé dans la violence, qui nous a commandé quelque part au regard des besoins humanitaires sur cette zone-là, d'intervenir. Et on a réussi à monter de premières opérations sur la Syrie à partir de 2013. La Syrie, ça a été la plus grande et la pire crise humanitaire de la dernière décennie, et ça reste la plus grande crise de réfugiés et de déplacés. On parle de quasiment 15 millions de personnes, enfin, c'est inimaginable, dont la moitié sont déplacées dans leur propre pays et l'autre moitié vit dans des pays avoisinants, la Turquie, la Jordanie, le Liban, sous un statut de réfugiés. Et c'est une crise qui continue, qui se complexifie avec des ramifications qui sont liées aussi à l'effondrement économique, au changement climatique, qui viennent se greffer sur les souffrances préexistantes. Alors la Syrie et le Yémen sont des crises
qu'on appelle prolongées. Elles ont commencé en 2013 pour l'une, en 2015 pour l'autre. Cependant, il y a toujours des besoins d'urgence. Il y a des affrontements qui génèrent des nouveaux déplacements. Il y a des catastrophes naturelles, des inondations, des sécheresses qui peuvent affecter les populations qui ont déjà été déplacées, parfois plusieurs fois, qui vivent dans des conditions très sommaires, avec très peu de moyens de subsistance. On a évidemment les épidémies qui se déclenchent malheureusement souvent dans ces zones où la salubrité, l'accès à l'eau potable est limité. Le Liban, alors c'est un pays qui a quand même accepté d'accueillir 1,5 million de réfugiés syriens en l'espace de quelques mois, en 2011, 2012, au début de la crise syrienne. C'est comme si la France accueillait 15 à 20 millions de personnes en 6 mois. Puis là-dessus arrive octobre 2019, où là, il y a l'effondrement économico-financier, politique du Liban, avec un effondrement de sa monnaie, une inflation galopante qui, littéralement, du jour au lendemain, jette les classes moyennes libanaises dans la pauvreté. Un professeur d'école qui gagnait 1 500 $ en gagne 150. Ça change la nature de la crise, d'une crise qui était une crise par statut quelque part, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables étaient clairement les réfugiés syriens qui avaient fui au Liban. Là, on se retrouve avec quasiment autant, c'est-à-dire 1,5 million de Libanais qui ont des besoins humanitaires. Alors, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas une guerre. Non, c'est l'effondrement d'un État, d'un système et d'une économie. À la suite de ça, on s'est aussi investi sur un autre terrain extrêmement complexe d'accès, le Yémen, avec l'ouverture d'une mission en 2017 sur la partie sud du Yémen. Après octobre 2023, est-ce qu'on peut parler dans les détails de chacun de ces pays et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? On a vu évidemment les tensions extrêmement vives au Liban. On a été le témoin du positionnement des Houthis, qui sont les acteurs qui détiennent le pouvoir sur le nord du Yémen, d'abord avec une réponse, si je puis dire, en mer Rouge et des tirs de drones ou de missiles sur des navires. Et c'est aussi le cas en Irak, où encore récemment, il y a des missilistes pro-iraniennes qui ont recommencé des attaques contre les intérêts américains. Donc clairement, il y a un impact géopolitique certain, mais aussi potentiellement des crispations, des oppositions, demain des combats militaires potentiels. On pourrait mentionner la Cisjordanie aussi, qui n'est pas directement affectée par le conflit à Gaza, mais qui subit des troubles importants et des conflits qui ont redoublé d'intensité entre les colons israéliens et les populations locales, avec aussi là des risques d'embrasement. Est-ce que cette guerre peut avoir un impact sur les accès aussi sur les autres pays de la région, au-delà de l'accès à la bande de Gaza même? L'accès humanitaire, c'est la capacité d'atteindre les populations ou celle des populations à atteindre l'aide humanitaire, et que sur tous les terrains d'intervention complexes dans lesquels on travaille, on a soit des limites, soit des contraintes d'accès. Alors, ils peuvent être très logistiques et géographiques. Pour aller dans le nord-est syrien, il faut traverser une rivière. Si le pont s'effondre, on ne peut plus y aller. Et ce n'est pas un exemple au hasard, ça arrive. Ils peuvent être très administratifs, et quelque part, Philippe le mentionnait tout à l'heure. Et puis après, il y a évidemment toute la composante qui est plus liée à la sécurité et la négociation avec les parties prenantes du conflit, pour s'assurer que quand nos équipes vont physiquement sur des lieux d'action humanitaire pour faire des distributions, pour rencontrer des communautés, évaluer leurs besoins, elles puissent le faire en toute sécurité. Et cette composante est de moins en moins garantie. Et on ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais sur les conflits dont on a parlé aujourd'hui, alors les violations des droits humains sont bien documentées, mais le respect du droit international humanitaire est parfois assez théorique. Et du coup, la protection des travailleurs est souvent
questionnable de notre perspective. Donc nous, ça fait partie de notre travail de justement discuter, négocier avec les parties prenantes, s'assurer qu'on puisse assurer un cadre de sécurité correct pour que nos équipes puissent se projeter et faire les interventions sur le terrain. Alors après, il y avait peut-être une question caractère plus global à ta question. Évidemment que des grands changements géopolitiques peuvent fermer des portes à certains pays parce qu'il y a une décision des autorités de dire on ne souhaite pas, on ne veut pas que l'aide humanitaire accède à ces populations ou par cette voie-là. Est-ce que vous avez du coup pu constater aussi une baisse des financements sur la région ? Est-ce que c'est un vrai sujet sur la table ? On est témoin d'une augmentation du nombre de crises. On est témoin d'une prolongation, d'une extension de la durée des crises. Et le résultat de tout ça, il est assez mécanique. C'est qu'il y a une augmentation des gens qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'une aide. Et en face de cette courbe, il y a une stagnation et une réduction anticipée des financements pour l'humanitaire au niveau global. Donc ça, c'est une tendance qui est extrêmement inquiétante. On dit souvent que notre souhait le plus cher est de disparaître. Apparemment, on aura dans les années à venir besoin d'humanitaire pour s'assurer que les personnes les plus oubliées, les plus vulnérables, les plus exposées aux crises puissent survivre d'abord et avoir accès à des services de base. Après, il y a des décisions, puisque une grande partie des financements humanitaires sont de nature institutionnelle, qui vont prioriser des crises, alors parfois selon leur intensité, mais aussi parfois selon des intérêts géopolitiques plus larges. Donc il y a des crises dans le monde qu'on peut qualifier un peu d'oubliées et qui sont moins bien financées que d'autres. Si on reste sur le périmètre du Moyen-Orient, il y a globalement une décrue des financements humanitaires que n'est pas venu compenser une augmentation de financement qu'on pourrait appeler de développement de plus long terme. Donc on a moins de moyens pour répondre à l'urgence et on n'a toujours pas ou pas assez de moyens pour travailler sur du long terme. Et je vous prends l'exemple des chiffres de la Syrie. 2024, 16,7 millions de personnes dans le besoin d'aide humanitaire. C'est le plus haut chiffre jamais atteint depuis 2011. C'est-à-dire que la crise continue à s'accentuer et à toucher plus de personnes. Donc oui, il y a un trou de financement qui est bien réel et dont les victimes vont être les populations qu'on tente d'aider. Merci Thomas, merci Philippe, merci pour avoir répondu à nos questions et à très bientôt et merci à tout le monde d'être connecté et regarder cet épisode de Pour Parler. Merci.